Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes dans le bar Le Gouboc à Nantes, dans le quartier Gralin, et nous allons procéder à un exercice un petit peu habituel, une tradition de début d'année. On va regarder dans le rétroviseur, et c'est pas plus mal parce que c'est vrai qu'une actu en chasse une autre, on a tendance à devenir amnésique. Alors avec mes invités, confrères de la presse locale, on va se remémorer, passer en revue les faits marquants de l'année 2016 en Loire-Atlantique. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Martial Cœur, vous êtes journaliste à France Bleu Loire-Océan, et à vos côtés Jérôme Glaise, qui est le rédacteur en chef de Presse Océan. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, et tous mes vœux, on est le 3 janvier, on peut encore souhaiter les bons vœux pour cette nouvelle année. D'ailleurs, cette nouvelle année qui a démarré avec l'application d'une loi dont on a beaucoup entendu parler en 2016, c'est la loi travail ou la loi El Khomri. Certaines dispositions sont entrées en vigueur justement, et c'est vrai qu'elle a marqué l'année 2016 singulièrement à Nantes, avec la contestation de cette loi jugée défavorable aux salariés, le recours au 49.3 de la part du gouvernement, des mobilisations récurrentes à Nantes de mars à septembre, avec, on le rappelle, au printemps même une manifestation qui avait lieu tous les jeudis, et puis bien sûr des débordements. Est-ce que de mémoire de journaliste local, on avait déjà vu ça, Martial Cœur ? Sur la mobilisation, on se souvient de la mobilisation contre la réforme des retraites, qui avait aussi beaucoup mobilisé à Nantes. Celle de la loi travail a mobilisé beaucoup, mais je pense que ce qui a beaucoup marqué, parce qu'aujourd'hui on est aussi beaucoup dans l'image et dans l'émotion, ce sont les débordements et la casse. On se souvient notamment de cette fameuse Porsche incendiée devant la préfecture, et puis d'autres casses, l'agression d'un policier aussi, beaucoup de choses, beaucoup de violence en fait dans cette manifestation, qui allait au-delà de la loi travail, entre la contestation de la loi travail, mais beaucoup aussi dans l'expression violente de quelques-uns. On avait déjà vu ça Alors, on n'a pas c'est chômé, quand même singulièrement à Nantes que cette mobilisation était forte. On peut dire que ça a même été la capitale de la contestation contre la loi travail, ça c'est clair, ça a été perçu comme ça. C'est pas forcément l'idéal pour l'image de Nantes, parce que voilà, Nantes c'était plutôt les machines, l'île, l'éléphant et la culture. Qui ont aussi fait parler d'elle en 2016. Qui va faire parler d'elle aussi en 2017. Mais voilà, c'est vrai que ça a été perçu comme ça. Après, voilà, c'était un mouvement national, mais c'est vrai qu'à Nantes, il y a une tradition syndicale très forte de contestation sociale qui est héritée de ce passé industriel, et donc on est toujours dans cette logique là. Voilà, on a vraiment vécu ça comme ça, et pour les rédactions ça a été sportif, parce qu'il a fallu on a eu une année extrêmement chargée sur le plan social, avec des rédactions très très sollicitées, avec en plus des manifestations effectivement violentes, y compris à l'égard des journalistes qui ont été souvent pris pour cible. C'est vrai que c'était un peu compliqué d'aller sur le terrain en tant que journaliste. Alors vous avez parlé de la tradition syndicale à Nantes, il y a aussi, hélas, un peu une tradition de la violence. Il y a eu des mobilisations anti-Notre-Dame-des-Landes aussi qui avaient fait beaucoup de dégâts dans le centre-ville de Nantes. Ce sont des mobilisations qui laissent des traces aussi dans le centre-ville de Nantes, justement. Ouais, qui laissent des traces et qui coûtent cher. Je crois que la mairie de Nantes avait chiffré à 338 000 € les dégâts occasionnés par ces manifestations. Il y a également la TAN, la Sémitan, qui a chiffré à 200 000 €, je crois, le montant des dégâts. Et puis, oui, c'est quelque chose d'assez incroyable. J'ai eu l'occasion d'assister à une audience d'un garçon qui avait été arrêté lors de ces manifestations. Et devant le tribunal, il était tout penaud. C'est un bon élève, un lycéen qui préparait son bac, qui avait de très bonnes notes, et il ne savait pas expliquer pourquoi il s'était retrouvé là, à ce moment-là, acheter des projectiles. Voilà, Après, ça traduit aussi quand même l'état de tension de la société quand même. C'est pas propre à Nantes, c'est pas propre à la loi El Khomri. On sent quand même que partout dans la société, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de crispations, et ça en était une illustration. Donc les violences, voilà, c'est sûr qu'il faut les condamner, mais c'est aussi parce qu'on est dans un contexte très particulier quand même dans l'état de la société. On sent que c'est quand même compliqué. Et Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi un point de fixation. On voit bien que tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet-là non plus. On y reviendra bien sûr à Notre-Dame-des-Landes. Mais comment on fait en tant que journaliste pour rendre compte de cette actualité-là ? Puisque évidemment, il y a les mobilisations, il y a les débordements, mais il y a aussi le fond de l'affaire, cette loi travail. Comment on fait pour rendre compte de cette actualité-là ?
C'est toute la difficulté en fait de ne pas se répéter malgré la répétition des manifestations. Alors il y a toujours la possibilité de faire des portraits de gens qui manifestent, pourquoi ils manifestent, ceux qui sont là à toutes les manifestations, ceux qui viennent pour la première fois. Ils ont tous quelque chose à exprimer de par leur situation professionnelle, leur vécu. Donc ça, c'est le côté justement par rapport au fond de l'affaire, de la manif. Parce qu'on a eu l'impression qu'on en a parlé un peu moins finalement de ce dont il retournait dans cette loi et des conséquences que ça allait avoir pour les salariés. Disons que c'est un peu toujours la même chose. On retient toujours la partie la plus spectaculaire de l'info, mais dans les journaux, sur tous les médias, chez vous, à France Bleu, il y a eu aussi énormément d'informations de fond sur le contenu de la loi, sur les discussions au Parlement, etc. Et sur le 49.3, vous en disiez un mot tout à l'heure. Mais voilà, il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur l'événementiel. On l'a couvert, mais on a aussi donné beaucoup d'informations les uns et les autres sur les enjeux, le sujet du débat lui-même, parce qu'il y a eu un vrai débat autour de cette loi, qui s'est conclu par le 49.3. Mais on a aussi parlé de ça. Nos publics peuvent de temps en temps l'oublier et finalement nous reprocher de nous être intéressés qu'aux violences. Or, ce n'était pas le cas si on reprend les contenus de tout ce qu'on a produit pendant cette période-là. Ouais, il a été aussi question, évidemment, du fond et d'une loi qui a finalement été adoptée et donc qui est entrée progressivement en vigueur. On en a parlé un tout petit peu de Notre-Dame-des-Landes aussi, qui a été un dossier évidemment très important en 2016. C'est le cas un peu toutes les années dans l'actualité locale. Et avec cette année, notamment la consultation qui avait été annoncée par le président de la République en février, qui a eu lieu au mois de juin, où le oui l'a emporté à plus de 55%. Et puis aussi des rebondissements juridiques depuis septembre. Il y a des petites perturbations sonores dans le Var. Est-ce qu'il y a une lassitude aussi à traiter ce sujet sempiternel? C'est un feuilleton qui n'a pas de fin, quoi. Oui, c'est un peu ça, c'est un feuilleton. Une année, j'ai l'impression que cette année, elle n'a pas servi à grand-chose. On a fait du surplace avec de grandes décisions annoncées. De grandes décisions annoncées, comme cette fameuse consultation du mois de juin, avec des débats, avec l'expression des pros, des antis. Et finalement, au bout du compte, le résultat est tel que rien n'a évolué, rien n'a changé. On se demande même si finalement la finalité de cette consultation, c'était pas pour le gouvernement d'essayer d'avoir un résultat négatif qui enterre le projet, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une majorité en Loire-Atlantique pour l'aéroport, mais une évacuation qui était promise pour l'automne, nous sommes en hiver. Il n'y a pas eu d'évacuation. Alors, ça peut venir, il faudrait que ça vienne dans les semaines à venir. On entend beaucoup de choses, mais ça, c'est quelque chose qu'on entend depuis des mois, qui n'arrive pas. On a l'impression que 2016 est une année pour rien sur ce sujet. L'expression des uns des autres, elle a avancé, mais finalement, ça n'aboutit pas. Oui, et puis alors on attendait un nom, c'est un oui qui est sorti. Il y a eu aussi des revirements, je le disais, juridiques, on pensait que ça allait aller en faveur des opposants, puis finalement ça revient en faveur des partisans. Enfin, on est toujours dans ce mouvement de balancier. Alors une année qui compte pour du beurre, 2016 ? Il y en a eu d'autres avant dans ce dossier, parce que ça fait un moment que ça dure, mais effectivement on pensait tous que la consultation populaire, a priori, dans un système démocratique, c'est censé trancher une question. Et là on voit bien que c'est pas le cas du tout. C'est comme si effectivement ce référendum n'avait pas eu lieu. Alors le périmètre est contesté, la question est contestée, on parle même etc. de consultation pour pas dire référendum. Voilà, mais parce qu'effectivement juridiquement on peut pas l'appeler référendum, mais il se trouve qu'effectivement il y a un gros imbroglio juridique, ça c'est clair. En revanche, ce qui est moins clair, c'est les conclusions qu'il faut en tirer. Là on est loin de la fin de ce feuilleton. Il y a des échéances là qui vont tomber dans les semaines qui viennent sur à la fois les avis d'expropriation qui vont devenir caducs. Donc là il y a une course contre la montre un peu, mais il y a tellement d'échéances entrecroisées dans ce dossier qu'on finit nous-mêmes par s'y perdre. On essaye là aussi de faire beaucoup de pédagogie, d'essayer de faire le tri, d'expliquer, d'être le plus clair possible, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a du mal à y retrouver nos petits. Et ce qui est très difficile dans ce dossier comme dans d'autres, c'est quand on est journaliste, c'est qu'on est forcément accusé par les partisans d'être opposés au projet, d'avoir choisi notre camp, etc. Et nous, on essaye de rester le plus factuel possible. Je pense que c'est le cas autour de cette table, de nos trois médias. Et les gens qui sont très impliqués dans ces affaires-là s'en rendent pas forcément très compte, en fait, de cet effort-là qu'on fournit en permanence, clairement. Il y a énormément de passion sur ce dossier, donc forcément, il y a un œil par les opposants ou les partisans qui est absolument acéré et qui vraiment, sur ce dossier, ne supporte pas la moindre
disons, contrariété, en tout cas le moindre écart par rapport à... Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on ressent dans l'opinion publique en général, il y a une partie des gens qui sont qui ont un avis très tranché, soit pour, soit contre, mais la plupart des gens, ils veulent surtout qu'une décision soit prise. C'est-à-dire qu'on dise ça, je parlais enfin, de lassitude finalement. On dise enfin ce qu'on fait, on le fait, on le fait pas. Rien. Bon, mais qu'à un moment donné, on passe à autre chose. Et c'est vrai que aussi pour le territoire, on parlait tout à l'heure des manifestations, de l'image que ça donne. Mais franchement, pour un territoire comme la Loire-Atlantique, il y a quand même d'autres choses à dire, d'autres projets, d'autres sources de satisfaction, de réussite, etc. Ne parler que de ce projet d'aéroport contesté et que des manifestations violentes, franchement, c'est pas formidable, quoi. Sans vouloir faire les Madame Irma, il se fera pas cet aéroport. Quelle est votre conviction intime? J'ai pas sorti ma boule de cristal ce matin, donc je ne peux pas vous dire. Alors moi, j'ai du marre de café, là, je peux peut-être vous dire. Peut-être faire quelque chose. Non, mais il y a des échéances. Vous parliez de certaines échéances qui vont arriver, qui pourraient emporter finalement une décision ou pas du tout? À un moment donné, il faut que les politiques prennent leurs décisions. Effectivement, mon confrère de France Bleu disait tout à l'heure, l'État s'est un peu défaussé sur l'opinion publique en lui demandant finalement de trancher. Et là, ça pose un problème de représentation démocratique. Pourquoi on a des élus? Pourquoi on a un gouvernement? Très franchement, à un moment donné, on peut se poser la question. C'est aussi la démocratie par délégation. C'est un système représentatif. On demande à nos élus et à nos responsables politiques de prendre leurs responsabilités. Et d'ailleurs, les élections qui se suivent, elles ont pour vocation de désigner une majorité et en fonction d'options qui sont annoncées. Et là, en l'occurrence, la plupart des élus locaux sont favorables au projet. Mais de là à dire que ça se fera, et notamment cette année, rien n'est moins sûr. On va se quitter quelques instants et on va revenir après. On va parler notamment de faits divers aussi qui ont marqué cette année. Je pense notamment à la disparition de Romain Barré. Puis on va parler aussi de sujets un peu plus légers avec les machines de Lille et puis le fameux arbre héron qui devrait voir le jour à l'horizon 2020. On revient dans quelques instants. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.